Je vous ai parlé d'une mère qui venait chez moi, qui avait 70 ans et qui me faisait froid dans le dos dans la façon dont elle parlait de son fils de 30 ans. Elle disait « Il est trop fragile pour ce monde, c'est insensible, il ne va pas supporter. » Je lui disais « Mais arrêtez de parler comme ça de votre gamin, pour l'amour de Dieu. » Et ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté le jour le vendredi des morts, là, le vendredi, l'homme s'est descendu, il s'est suicidé. Elle l'a poussé au suicide à partir du discours, du regard qu'elle portait sur lui. Et ça, c'est ce qui provoque la recrudescence du suicide. Maintenant, le regard du père. Le regard du père, j'adore le métaphoriser à partir d'une histoire que Stéphane et moi nous aimons beaucoup. C'est une histoire juive. C'est une histoire juive qui est géniale. C'est pas une histoire antisémite, c'est une histoire juive racontée pour les juifs. C'est l'histoire du père qui invite son enfant à lui sauter dans les bras. Il dit « Saute, je vais te rattraper ». Le gamin saute et il le rattrape. Il dit « Maintenant, plus haut. Saute » et il le rattrape. Il y a encore plus haut. Le gamin saute et le père se tire côté, l'enfant s'écrase par terre. Et il dit, mon fils, ne fais confiance à personne, surtout pas à un juif. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette histoire? Cette histoire est exemplaire. Elle veut dire exactement, elle est exactement dans le message que se transmettent les pères, paix en ça grave, quand ils soumettent l'enfant aux brutalités du rite de passage. Nous te faisons confiance, on ne te brutalise pas parce qu'on veut t'endurcir ou parce qu'on veut te faire du mal. On te brutalise pour te montrer que tu es suffisamment fort pour supporter les brutalités de la vie. Vous comprenez ? Et dommage que cet aspect de l'éducation n'existe plus. Il ne s'agit pas de rétablir les rites de passage. Ça n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que l'enfant peut supporter beaucoup plus que ce que la mentalité collective, pétrie du regard maternel que la mère pose sur l'enfant, peut supporter beaucoup plus que ce que l'on s'imagine. C'est ça que je veux dire. Je finis avec l'exemple que j'ai eu, je prends tous des exemples récents, parce que ça... Dernièrement, une mère m'a parlé de la peur que son enfant soit très traumatisé, parce qu'elle a eu un enfant d'un premier mariage et elle a eu un enfant d'un deuxième mariage. Et elle veut se marier avec le père de l'enfant. Elle a eu un enfant avec un deuxième homme, mais elle veut se marier avec cet deuxième homme. Tant et si bien que le premier de ses enfants ne va pas porter le même nom que le reste de la famille. Vous voyez où on va chercher ce qui lui pose la plus vive inquiétude. Va-t-il le supporter? Bien sûr qu'il va le supporter. Seulement, où est le danger? C'est que ce gamin, lorsqu'il va arriver à l'adolescence, avec toutes les âneries qu'on leur apprend à l'école sur le respect et la bienveillance, il va peut-être s'imaginer, il va peut-être arriver à l'adolescence en se disant « mais c'est injuste, je ne porte pas le même nom que le reste de la famille ». Non seulement il va le penser, mais il va probablement jouer avec ça. Et c'est là qu'il faudra être très ferme et lui dire qu'en aucun cas, on fait une différence. Parce qu'en disant à l'enfant, qui vient dire à ses parents « je ne porte pas le même nom que vous », il insinue en même temps qu'il y a une différence de traitement de la part de ses parents sur lui, ce qui n'est pas le cas. Entendu. Merci beaucoup Alain Valteriou. Je pense qu'on peut chaleureusement l'applaudir. Alors,
Ce que je vous enjoins à faire, c'est que un applaudissement égale un like sur Facebook. Ça marche aussi comme ça en 2015. Puisque, alors je ne sais pas si vous avez une page Facebook pour votre cabinet en Suisse. Pas encore? Non, j'ai un blog. Ah bah, on peut aussi aller sur le blog. Quelle est l'adresse du blog? Alors, il a été censuré. Ils en ont enlevé une partie, notamment le manche salgamine. Mais maintenant, et puis on m'a dit que c'était fini. Puis maintenant, ça recommence. Ah, maintenant, parce que je suis chez un employeur. J'ai une chronique dans un journal de ménagère qui n'est pas un mauvais journal, une sorte un hebdomadaire qui fait pas mal de. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Coopération. Donc le blog, c'est psy@coop.ch. psy@coop.ch. Donc là, vous pouvez intervenir, me poser toutes les questions que vous voulez. Ça, c'est l'adresse mail. Peut-être. psy@. Voilà. Ça, c'est l'adresse mail. C'est l'adresse mail. Pour l'instant, le blog, il y en a plus. Il est plus actif. Si, ça recommence. Enfin, je sais pas. Je sais pas où il en est, mon employeur, avec ça. Vous pouvez lui envoyer une question pour savoir quand le blog sera. Y compris peut-être me donner un retour sur mes propos, ce que vous avez pensé, peut-être aussi dans le formulé, si je m'énerve pas trop, mais c'est la passion. Alors nous, par contre, Spike Séduction, Stéphane Edouard, on a bien des pages sur les réseaux sociaux que vous pouvez liker. Sur YouTube, on peut mettre aussi des pouces en l'air, ça je le dis pour les millions de personnes qui sont en train de nous regarder en ce moment. Et je vais maintenant me tourner vers Stéphane pour qu'il nous apporte ses lumières, ou en tout cas ses concepts sur ce que vient de développer Alain Valterio. Oui, alors c'est un exercice plus difficile qu'il n'y paraît, car je me suis rarement trouvé invité dans la posture de l'invité au sein de mes propres conférences. D'habitude, c'est moi qui fais le début, le milieu et la fin. Ça fait très longtemps que nous n'avons pas invité... Enfin, pourquoi je dis nous? C'est un nous royal de politesse, en fait, ces jeux. Ça fait très longtemps que je n'ai pas invité un expert à une conférence. La dernière fois, on va dire que le propos a été moins exemplaire, moins pertinent, moins comique, moins bien porté. C'était un séminaire sur la sexualité qui remonte à maintenant 4 ou 5 ans. Et on va dire que les retours que j'avais eus étaient si peu enthousiastes que j'étais frileux à l'idée d'inviter M. Valterio. En plus, on va dire que cet été, n'ayant pas eu de réponse à quelques mails, je me disais, mince, est-ce qu'il va finalement venir ou pas? Finalement, tout s'est arrangé. C'était un malentendu. Il était en train de passer des vacances à jouer avec son fils sur ses genoux. Et il m'a répondu, il est bien là aujourd'hui et je le remercie. Alors, dans cet exercice d'humilité qui consiste à vous faire une petite micro-partie de 15 minutes, alors que hier, j'ai quand même parlé 6h30 dans un séminaire qui s'est tenu dans ce même établissement, bah écoutez, les jours changent et ne se ressemblent pas, que vous dire? Que moi aussi, j'ai eu une chronique chez une ménagère, pareil que toi, Alain. La mienne s'appelait Brigitte Lahaye, elle était ex-actrice porno et elle tient depuis 10 ans sur la première radio de talk show, une émission sur la sexualité qui n'a plus de sexualité finalement que le nom. Et ma chronique s'est curieusement arrêtée un petit peu pour les mêmes raisons que toi, quand mes propos sont entrés en porte-à-faux avec quelques valeurs un petit peu féministes. Car une des premières contradictions du féminisme, c'est les féministes sont toujours les meilleurs amis du porno et vice-versa, alors que le porno est le plus gros antagonisme du féminisme. C'est-à-dire que le porno féministe n'existe pas. Il y a eu un aveu d'impuissance, comme on en a parlé dans le dernier podcast avec Léo, YouTube/podcast, machin truc. Le porno féministe a été une tentative pieuse d'inculquer dans des scénarios érotiques des valeurs de douceur, partage, etc. Et ce qu'on a vu dans les statistiques des clics, c'est qu'en fait les femmes ne regardent pas ça. Les femmes regardent un Italien qui les attache au mur et qui leur met des claques. Voilà, ça c'est la réalité. Il y a l'acteur porno préféré des femmes est un latin qui surjoue la caricature de l'italien viril et qui se comporte comme un goujat et comme un salaud. Donc c'est très drôle, c'est une première petite réflexion distillée au passage, que l'on trouve les plus grandes amies du porno dans le féminisme et vice-versa, alors qu'il y a une contradiction de fait qu'elles ont un petit peu de mal à identifier avec leur logiciel bloc à certains moments. On a parlé également des rites de passage. On parle beaucoup de la perte des rites de passage chez l'homme et on parle beaucoup moins de l'absence de rites de passage chez la femme. Or, il y a un rite de passage qui est clé chez la femme et qui explique la désunion de beaucoup de couples, c'est que beaucoup d'hommes pensent épouser une femme alors qu'ils épousent un enfant. Beaucoup d'hommes pensent
avoir choisi une femme-femme alors qu'en fait ils ont une femme-enfant. Et la différence entre la femme-enfant et la femme-femme, comme je l'explique dans de nombreux phone coaching sur Skype ou autre, et également en séminaire, c'est l'attribution des responsabilités et la compréhension de la frontière entre le possible et l'impossible, entre le soi et le non-soi. C'est pour ça qu'on trouve dans les phénomènes de groupie, c'est-à-dire dans les phénomènes de boys band, de starisation, comme l'a très justement montré notre éminent sociologue juif préféré, Edgar Morin, que quasiment toutes les groupies sont des femmes-enfants, car la femme-enfant présente l'inconvénient de ne pas sentir où se trouve la frontière entre le réel et l'irréel, de ne jamais supporter l'argumentation et de confondre toute discussion sérieuse avec une remontrance et une semonce parentale. Donc s'il y a des hommes qui sont mariés avec une femme-enfant, est-ce que ça leur dit quelque chose quand, dès qu'ils ont une conversation sérieuse, ils entendent en retour quelque chose comme on ne peut pas tout régler avec la logique, prends pas ce ton-là, ne me parle pas sur ce... tu as ton ton pédant, tu as ton ton professoral. Ça, c'est une femme-enfant qui vous répond là. Donc on parle beaucoup de l'absence et de la perte du rite de passage de l'homme-enfant vers l'homme-homme, mais il y a un rite de passage qui a disparu, dont on parle beaucoup moins, c'est celui de la femme-enfant vers la femme-femme. Pourquoi on en parle beaucoup moins? C'est parce qu'avant, la femme-femme se définissait comme femme parce qu'elle avait été prise par un homme. C'est-à-dire que c'était parce qu'une fille réussissait dans l'impératif traditionnel, c'est parce qu'une jeune fille perdait sa virginité, et donc en général le type était quand même supposé la garder derrière, sinon ça faisait mauvais genre. Le type lui prenait entre guillemets sa virginité, gardait cette femme comme union officielle monogamique, et elle passait donc du stade de jeune fille au stade de femme. Et si cette prise, si cette union n'arrivait pas, on lui laissait quelques années de survie, et sinon elle devenait ce que vous connaissez, parce qu'on en a tous une dans la famille, une vieille fille. Tout le monde a une tante ou quelqu'un dans la famille, on dit « Ah bah elle ne s'est jamais mariée, c'est une vieille fille ». Donc ce rite femme-enfant, femme-femme, est quelque chose qui est à l'origine, qui est à la racine du mal d'énormément d'unions, d'énormément de couples, et qui est très peu identifié. Car en réalité, le combat, l'issue des combats féministes a été de faire en sorte que la femme-enfant devienne femme-femme sans intervention de l'homme. Au nom du credo qu'on n'a plus besoin de l'homme pour rien faire, ni pour gagner sa vie, ni pour subvenir à ses besoins, ni pour se reproduire, ni pour rien. Sous-entendu, ni non plus pour devenir une femme adulte. Donc du coup, on n'a plus besoin de le devenir. Donc du coup, on reste une enfant. C'est-à-dire qu'on reste une consommatrice sans conscience sociale qui va considérer toute discussion de valeurs, de morale ou d'éthique comme une remontrance paternelle. Donc on reste une connasse ingérable, jouisseuse. Voilà. Ça, c'est pour le rite de passage. Vous n'êtes pas d'accord? Il y a son équivalent masculin. Qui est le puer aeternus, qui est l'homme qui pense qu'il doit tout obtenir à partir du moment où il fait juste, où il obéit, il obéit mot à mot à ce qui est juste et qui respecte la morale et les règles totalement dans leur totalité, et qu'à partir du moment où il répond exactement à ce qui est juste, plus rien ne devrait lui être refusé, y compris le bonheur extatique avec une femme. Et on ne peut pas se targuer uniquement d'être un bon mari comme le font certains. J'ai reçu un blog dernièrement, je suis juste 2 secondes là, d'un type de 62 ans que j'ai trouvé sidérant. Le gars, il a 62 ans, il vient de se faire quitter par son amie, alors qu'il est marié, donc son amie, c'est sa maîtresse. Donc vous voyez le mot qu'il met là-dessus, qu'il innocente quelque chose qui n'est peut-être pas aussi innocente que ça, et qui fait un burn-out. Son psychiatre a diagnostiqué un burn-out. Du coup, il est au fond du bac, parce que son psychiatre lui a diagnostiqué un burn-out. C'est typiquement le cas de ce que nous appelons en psychologie un puer aeternus. Et ce gars-là, il est consterné parce que son ami l'a quitté pour un autre homme qui, au demeurant, n'est pas fidèle. Cette façon qu'ont aujourd'hui les hommes
de mettre en avant leur fidélité conjugale comme le summum des qualités que peut avoir un homme, ça me paraît pour le moins suspect. Je ne suis pas en train de prêcher l'adultère, entendons-nous bien, mais cette espèce de vantardise de l'homme d'aujourd'hui qui dit « moi je suis un mari irréprochable et en tant que mari irréprochable je devrais avoir des retours sur investissement », c'est aujourd'hui la caractéristique majeure de l'équivalent au masculin de la femme-enfant dont tu parlais tout à l'heure. Et moi, j'ai répondu à cet homme que je trouvais qu'il manquait un petit peu de dignité dans son chagrin d'amour et que peut-être le meilleur moyen de se guérir d'un chagrin d'amour, c'était de faire bonne figure. Et que quand on était un homme normal, et là de nouveau, prenez avec nuance ce que je veux dire, quand on a un homme normal, puis qu'on s'est fait quitter par sa femme, hein, ou par sa copine, ben on va profiter de toutes les occasions qu'on a ratées pendant qu'on était mariés à cause de la règle de la féminité. C'est comme ça que fait un homme normal. Disons, un homme qui n'est pas un puer d'éternus. Plutôt que de faire un burn-out, il va plutôt aller dans les avantages qu'il y a de se retrouver célibataire. Éternel retour de l'unanimisme, puisque le séminaire que j'ai donné hier sur le couple, la fidélité, la monogamie, etc., je l'ai introduit par une citation de Guitry qui disait, Sacha, le fils, je me méfie beaucoup des gens fidèles parce que qu'est-ce qu'ils se permettent au nom de leur sacro-fidélité. Voilà. Toujours pour... Alors, en fait, je pensais avoir fini sur la femme-enfant. Une anecdote m'avait échappé, c'est l'anecdote de... Je me mets à beaucoup lire la presse féminine récemment pour rédiger des revues de presse assez caustiques. Et en parcourant je ne sais plus quoi, je lisais que notre égérie française, je ne sais pas si vous la connaissez chez vous, Emmanuelle Béard. Non, ça ne vous dit rien. C'est la fille de... Voilà, la fille de Guy. Vient de devenir une femme adulte, ça y est. À 51 ans, elle a déclaré qu'elle n'était plus une femme enfant parce qu'elle a perdu son père. Voilà. C'est que l'absence de marqueur de passage, finalement, on se raccroche à ce qu'on peut. C'est-à-dire, bon, ça sera quand je perdrai mes parents, quoi. J'aimerais également rebondir, comme disent les mauvais journalistes de France Inter, sur la vraie et la fausse violence, qui est un thème que je crois qui a été lancé par le public et qu'Alain a pris à son compte. J'aimerais également le terminer, entre guillemets, avec cette anecdote. Les anecdotes, c'est ce qui passe bien au bout de 2 heures de concept, quand les esprits s'amollissent un peu, on balance une anecdote, puis hop, tout à coup, on voit que les nuques se redressent. L'anecdote est la suivante. Je suis né et j'ai grandi dans une ville du sud de la France qui s'appelle Nice. Nice étant connue pour sa fameuse promenade des Anglais. Et sa promenade des Anglais étant connue car c'est un haut lieu de prostitution. Voilà. Donc moi, il est dans mon univers mental normal de voir une prostituée tous les 50 mètres en ville. Voilà. Quand on habite à Nice et qu'on rentre le soir de l'école par la promenade des Anglais, on voit une prostituée tous les 50 mètres. C'est depuis l'âge de 5 ans. C'est quelque chose qui est normal dans mon univers. Et mes parents, notamment ma mère, se gardaient bien de porter tout jugement moral sur cette constatation. Et elle a attendu que j'atteigne un certain âge de maturité, j'allais dire de mineure maturité ou de maturité mineure ou majeure. Donc elle a attendu environ que j'ai 35 ans pour oser enfin faire une remarque qui devait lui brûler la langue depuis 35 ans à propos de ses filles de joie ou de tristesse, on les appellera comme on veut. Et un jour, donc, nous passions dans sa magnifique Suzuki Swift devant une de ces filles-là, assez synthétique de ce que l'on peut attendre d'une fille comme ça, et un ouvrier d'Afrique du Nord, manifestement, maghrébin, dans une camionnette blanche Renault avec des pots de peinture à l'arrière, s'était arrêté et devait négocier. Il devait négocier la passe. Et pour ma mère, cette négociation entre un prolétaire déclassé, immigré, et cette fille probablement d'Europe centrale ou de l'Est, était le comble de la violence, mais dans un seul sens. C'est-à-dire que la violence consistait pour cette fille à accepter dans son corps ce pauvre type qui, avouons-le, ne donnait pas forcément très très envie. Et
ce à quoi s'est suivi une dispute incroyable avec ma propre mère, où je lui disais que, de son point de vue féminin, elle ne voit la violence que là où ça l'arrange. Car moi, j'en vois une autre de violence, c'est que pourquoi est-ce qu'en dessous d'un certain niveau social, on n'a pas l'accès aux femmes? La vraie violence que subit ce type au quotidien, elle ne dure pas 5 minutes dans une ruelle. La vraie violence que subit ce type, c'est que son âge, c'est-à-dire qu'en étant vieux, pauvre et ouvrier manuel, il n'a pas accès aux femmes. Donc le problème du féminisme et de la violence, c'est qu'elle ne voit la violence que quand monsieur a un martinet, un manche à clous ou une grosse main bien calleuse et qui vous la met dans la gueule, mais il y a toute une violence que le féminisme n'identifie pas, qui est la violence sociale que l'homme qui a passé un certain âge ou qui n'a pas le niveau de statut, de ressources, de richesse ou de réseau suffisant, est contraint à abdiquer toutes les femmes qui pourtant font son quotidien sur les affiches, sur les revues, sur les publicités qu'il reçoit sur son smartphone. Il n'y a pas accès. Et la violence matérielle masculine d'un homme contre une femme est toujours une série et une séquence logique de frustration qui démarre toujours au fait qu'au début on n'y a pas accès. Car quelqu'un qui a accès aux femmes naturellement depuis le entre guillemets pas par essentialisme, mais par ses conditions de vie ethno-sociologiques, n'a fondamentalement pas besoin de leur coller des tartes. Leur colle des tartes, soit un type qui est exaspéré par les syllogismes, les paralogismes et l'absence on va dire, par les retournements manipulateurs qu'il a avec sa propre épouse qu'il ne comprend pas, parce qu'il ne comprend pas que la logique féminine peut à la fois dire A et non A. C'est-à-dire qu'une chose peut être vraie le lundi, fausse le vendredi, au nom du barycentre des sensations et au nom du fait que ça fait se sentir bien et que ça maintient la cohésion du foyer, c'est pas grave, c'est vrai. Quand l'homme ne comprend pas, au bout d'un certain nombre d'années, ça l'énerve, il met une tarte. Ou bien, il peut être violent quand il est systématiquement exclu d'un marché de la sexualité que pourtant Internet, le câble et les réseaux lui font croire comme étant potentiellement pour lui. Voilà, ça c'était des remarques un petit peu vite fait sur la vraie et la fausse violence. On s'est demandé tout à l'heure pourquoi il y avait plus de femmes thérapeutes. Oui. Moi, j'ai un postulat. Alors, ça ne peut pas être une démonstration, ça n'est forcément qu'un postulat. Je pense que les femmes s'octroient l'omniscience de la psychologie, hein, c'est-à-dire qu'on entend souvent dans les débats, bon, j'ai l'intuition féminine qui me permet de dire que psychologiquement, je sais ce que les gens pensent. En réalité, les femmes comprennent très mal le logiciel masculin. Je le vois dans mes consultations et également dans celles d'Alain probablement. Les femmes ne comprennent que les hommes qui ont envie d'elles. C'est-à-dire qu'elles ne comprennent finalement que ce qui leur sert. C'est la vision utilitariste de l'intelligence féminine qui a cette tendance à privilégier dans la connaissance ce qui a une utilité directe. Et ce qui a une utilité, c'est pour ça que les femmes sont meilleures à l'école. Elles apprennent plus vite des choses qui servent immédiatement au concours. Le cerveau homme, masculin, H, comprend très mal le cerveau féminin, mais ne s'enorgueillit pas de le comprendre. Il avoue qu'il n'y comprend rien. La femme ne comprend pas l'homme du tout, mais s'enorgueillit de le comprendre, car elle a su comprendre les quelques hommes qui ont été amoureux d'elle et qu'elle a su manipuler. Voilà, ça c'est la petite nuance que je voulais apporter. Ben oui, mais j'ai pas le temps aujourd'hui. Donc d'habitude j'ai 6 heures et tout ça est bien développé, tout ça est clair. Là aujourd'hui j'ai pas de tableau. Si je peux juste rajouter quelque chose, il y a aussi maintenant dans l'idée que l'on est un bon psychologue que si l'on est touché par une situation. Hein? L'empathie, ça n'est pas de se mettre à la place de l'autre, c'est être touché par une situation. C'est souffrir avec celui qui souffre. Et j'ai vu bien des thérapeutes, par exemple, qui font état de la grande souffrance qu'impliquait pour eux leur travail, de voir souffrir ces gens. Donc il y a cette idée que si l'on est touché, au-delà de ce qui est nécessaire même, on est forcément un bon thérapeute. Et je me souviens de ce qu'avaient déclaré les 2 psychiatres qui s'occupaient du gars qui avait arrosé sur l'île de Norvège. On les avait interviewés à la télévision, c'est qu'ils déclaraient combien ils avaient eux-mêmes été traumatisés par l'incapacité de ce gars-là, je ne me rappelle plus son nom, d'avoir
des regrets et une quelconque culpabilité par rapport à ça. Combien cela les bouleversait. Moi, j'ai travaillé avec des dangereux, notamment avec un dangereux qui avait entendu une voix qui lui disait que l'homme qui était derrière lui voulait du mal. Il s'était retourné et il l'avait jeté sous un tram. Je n'ai pas l'impression d'avoir été touché au-delà de ce que je peux supporter par le sang-froid avec lequel cet homme a fait ça. Est-ce pour autant que je suis un mauvais thérapeute ou que je manque d'empathie? Je crois que la question reste ouverte et que ça mérite discussion. En parlant de questions et en parlant de discussion, j'ai tenu ma promesse, ce qui arrive une fois tous les 10 ans, de finir à l'heure. Donc je vous propose, pour enfreindre cette promesse, car je suis un garçon qui aime bien enfreindre des mauvaises promesses par des bonnes choses, je vous propose de prolonger, à moins que vous ayez un train ou un avion, de quelques minutes avec d'éventuelles questions. Donc on a eu 4 questions pour Alain tout à l'heure. Vous pouvez soit continuer de triturer Alain, soit également j'accepte vos triturations et vos questions pendant 5 à 10 minutes. Voilà. Léo va faire le microphone humain, il va... Non, bah non, parce que sinon j'aurai plus de micro. Donc tu vas répéter en fait les questions. Je vais répéter. On a eu le premier rang. Pour revenir sur ce que tu disais, il y a encore point, parce que la femme s'enorgueillit de comprendre l'homme, et s'enorgueillit de comprendre quelqu'un. Alors c'est totalement faux. Oui, alors la femme s'enorgueillit de comprendre les hommes, et la femme s'enorgueillit aussi de se comprendre elle-même, et elle nous dit alors que c'est complètement faux. Alors j'ai connu quelques femmes qui se connaissent, mais la récurrence, c'est qu'elles se connaissent toujours à travers une méthode de développement personnel ou d'introspection écrite par un homme. C'est ça la tristesse. C'est-à-dire que les Femen, dont j'ai fait l'affiche du séminaire, mais dont on n'a finalement pas parlé, car on s'est totalement laissé envoûter par le discours d'Alain, les Femen, l'idéologie, c'est un homme. C'est-à-dire que c'est un homme qui avait envie de cul disponible et qui a recruté des filles d'abord pour leur physique, qui a d'abord écrit des slogans sur leur dos, qui a compris qu'en fait les caméras ne filmaient que l'autre côté et qui a fini par écrire des slogans sur leur sein. Elle l'avoue elle-même. J'ai par une rencontre récente avec non, ça je dis pas ça, non. Par une rencontre récente, j'ai découvert que beaucoup bon, allez, si je le raconte. Je m'interrogeais beaucoup sur le tantra, j'ai rencontré des filles qui le pratiquaient, et au haut de l'échelle de la pyramide de l'idéologie, hein, comme disait Alain Badiou, un monde avec beaucoup d'idéologie, un monde avec très peu d'idées. Au sommet de l'échelle de la pyramide de l'idéologie, c'est toujours un homme. C'est-à-dire que les cheminements physiques, ésotériques, psychologiques, psychanalytiques, sociologiques, qui permettent à la femme, aux femmes, hein, parce que à la femme et aux femmes, c'est pas pareil. Il faudrait expliquer comment on passe de l'un à l'autre, mais aujourd'hui, on n'a pas le temps. Qui permettent aux femmes d'accéder à un degré supérieur de compréhension du monde sont presque quasiment systématiquement écrits par des hommes, ou en tout cas pour des hommes. Ce qui met un petit peu ce qui les met un petit peu face à leurs contradictions, notamment par rapport à une supposée autonomie absolue, hein, le combat féministe étant ce combat maintenant d'arrière-garde qui consiste à démontrer qu'en réalité on n'a pas besoin de l'autre. Moi je ne suis pas sur un combat machiste car je pense que l'homme a besoin de la femme. Si j'étais le vrai macho, c'est le type qui dit je me fiche des femmes, ça ne m'intéresse pas. Moi si je fais ce métier c'est que ça m'intéresse, sinon je ferais autre chose. Donc la féministe et le féminisme et le machisme sont deux combats d'arrière-garde qui pensent que l'un peut se passer de l'autre, alors que nous ce qu'on dit c'est qu'on ne peut se passer l'un de l'autre, sinon la vie serait très triste. Mais pour qu'on s'entende bien, pour qu'on se comprenne bien, et pour qu'on sorte de nos déterminations, c'est-à-dire pour qu'on arrive à se rencontrer au-delà de ce que le système veut nous coller comme partenaire, c'est-à-dire un conjoint rencontré sur les bancs de la fac dans une catégorie socio-professionnelle qui nous correspond, si on a envie de vivre des choses un petit peu intéressantes, si on a envie de sortir de notre fameuse zone de confort, il faut qu'on comprenne le logiciel de l'autre. Plus on comprend le logiciel des femmes, plus on est à même de rencontrer des femmes qui, à la base, ne nous correspondraient pas. C'est-à-dire de rencontrer finalement la vraie autre. Car l'autre, c'est pas l'autre sexe. L'autre, c'est l'autre sexe qu'en plus on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas. Une autre question ? Sur la violence faite aux femmes, si vous me permettez de dire, on en parle beaucoup aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a une violence qui est faite aux femmes. Je pense que, dans un certain sens, oui. La violence qui est faite aux femmes, c'est qu'il n'est donné aujourd'hui à ces femmes qu'un chemin possible, c'est de devenir comme un homme.
Et que cela, pour certaines femmes, ça suppose une violence contre leur féminité, quelque part. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, qu'une femme qui n'a aucune perspective de devenir autonome professionnellement, ce qui est de symbolique, si vous voulez, masculine, elle va souffrir d'une immense culpabilité et d'un immense sentiment de n'être rien dans ce monde. Vous voyez ? Donc, ce sentiment que la violence faite aux femmes aujourd'hui est très ancré chez les femmes, c'est que, effectivement, ne leur est donné, leur semble-t-il, que la possibilité de devenir comme des hommes. Et je me souviens d'une femme passablement perturbée qui me disait qu'elle était capable de se taper des mecs comme les mecs se tapent des femmes. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire des mecs qui se tapent des femmes comme des mecs, hein, mais c'était incroyable de voir à quel point cette femme avait des rêves dans lesquels elle se maltraitait elle-même. Elle avait tout le temps le rêve d'une femme qui la maltraitait, qu'elle maltraitait. Elle était tout le temps dans un combat terrible avec une femme, peut-être entre une féminité plus authentique, plus vraie, et une féminité sur le modèle de ce que l'homme veut qu'elle soit, c'est-à-dire séduisante, mais aussi affirmée dans le monde, comme un homme. Les hommes ont fait peut-être la pire vacherie qu'on puisse faire aux femmes en leur disant, ça mérite réflexion, en leur disant, votre salut, c'est de devenir comme nous. Alors, est-ce que ça mérite aussi d'autres questions? Oui. Alors, selon vous, quels sont les effets globaux de la psychose sur nos sociétés, nos mentalités? Quels sont les effets pervers un peu? Est-ce que ce serait pas un nouveau business? Parce que l'on voit beaucoup de gens qui font des consultations sur des longues durées. C'est devenu une normalité. Et est-ce que ça serait pas aussi pour endormir un peu les conscients? Alors, quels sont les effets de la psychose sur la société? Est-ce que c'est un nouveau business ou est-ce que c'est... Ça, ce sont les effets socio-économiques, ce sont les effets peut-être politiques. Mais là où moi, je vois une certaine gravité dans les effets négatifs de la psychose, c'est que, à mon avis, la psychose entraîne un affaiblissement de la confiance que l'on peut avoir de supporter la vie, et c'est là que moi, surtout chez les jeunes, et c'est là que je vois les effets les plus négatifs de la psychose. J'ai lu dernièrement dans Le Temps qu'avait été écrit un article sur l'effet nocebo. C'est un best-seller aux États-Unis. Je vous cacherai pas que ça me fait un peu mal, parce que moi, je l'ai écrit il y a déjà 10 ans en arrière. C'est-à-dire que de poser le diagnostic rend malade. C'est le contraire de l'effet placebo. Donc, c'est l'effet majeur pour moi de la psychose, c'est un affaiblissement de l'individu dans son rapport avec les épreuves de la vie. Et aujourd'hui, il y a une épreuve qui est très très mal assumée par les gens, c'est l'épreuve du couple. La norme de bonheur du couple est complètement insensée. Je ne sais pas si le couple, c'est un lieu pour être heureux, ou si c'est pas plutôt un lieu pour s'individuer, pour grandir peut-être avant d'être heureux. Donc c'est ça, c'est là surtout, c'est l'affaiblissement de l'individu dans son rapport aux épreuves de la vie, où toutes les épreuves de la vie sont jugées comme autant d'injustices et traumatisantes. Alors je vais faire mon Léo. D'autres questions? Oui, monsieur en pull noir, monsieur Loïc. Cette question, en fait, parmi une des conséquences, j'ai l'impression de comprendre que c'est les effets de la psychose, ça crée des grands enfants. Et c'est maintenant celle qu'on voit beaucoup de gens entre 30 à 45 ans qui ont l'air de grands adolescents. En fait. La psychose est-elle responsable de ce qu'on appelle l'adolescence et des adultes qui sont des grands enfants? Oui. Est-ce que pour vous, quel est le marqueur de
quelqu'un qui n'a pas grandi. Il reste une progéniture. Quel est le je répète parce que malheureusement les gens qui n'ont pas qui seront en vidéo ne vont pas entendre. Quel est le marqueur de quelqu'un qui n'a pas grandi? Il reste une progéniture. Alors moi j'aime bien expliquer par des exemples, comme vous l'avez compris. J'ai une femme qui vient chez moi, elle a 92 ans, 92. 92. Hein. Elle a 2 filles qui frisent la soixantaine. Hein. Elle est encore la mère qui s'inquiète pour ses 2 filles. Alors que cette vieille dame qui commence sérieusement à décliner et qui boite et qui a beaucoup de difficultés aurait besoin que l'on s'inquiète pour elle. Ces 2 filles restent des progénitures. Et je lui ai dit l'autre jour, dans la dernière séance qu'on a eue ensemble la semaine passée, j'adore cette dame, je lui ai dit, mais moi, vos 2 filles, elles commencent à me les gonfler, parce que je trouve qu'elles pourraient peut-être inverser les rôles et commencer à s'occuper de vous. Et il y a une des 2 filles qui a une tendance aux dépressions chroniques, et je lui ai dit aussi, je commence aussi à en avoir marre de ces psys qui sont pas fichus de lui dire que peut-être, si elle s'occupait un peu de sa vieille mère, ça lui permettrait de se décentrer un peu et ça l'empêcherait de faire des dépressions à répétition. Elle reste, les gens restent la progéniture. Et là, alors, je m'avance peut-être un peu trop, j'ai l'impression que des facteurs de la stérilité féminine, mais ça n'engage que moi, hein, c'est que la femme, la future mère, qui n'arrive pas à avoir un enfant, est encore dans un rapport de progéniture avec sa mère. Alors qu'il y a un moment où le rapport doit s'inverser. La mère devient celle dont on s'occupe, et je ne suis plus la progéniture. Aujourd'hui, on s'inquiète pour ces gamins jusqu'à 92 ans. Ouais. Ça fait le. Toute dernière question, on entre dans les 3 dernières minutes. Alors, qui ont choisi? Le jeune homme avec la jolie montre là-bas. On t'écoute. Alors, ma question s'adresse à Alain. Alain, quelle posture peut-on adopter lorsqu'on se retrouve confronté à la psychose dans l'environnement immédiat, savoir l'environnement familial? Alors, quelle posture peut-on adopter lorsqu'on rencontre la psychose dans l'environnement immédiat ou familial? Alors bon, d'abord il faut détecter la psychose. C'est pas toujours facile. Moi, je me suis retrouvé dans des situations où je me suis pris en flagrant délit d'être un psychosé, vous voyez. Je pense que il faut peut-être se positionner en homme et en père. Parce que, comme je l'ai dit, le bras armé de la psychose, c'est la mère, c'est la féminité. Je vous l'ai dit, dans la féminisation de la société, là où ça me paraît le plus dramatique, c'est dans l'éducation. Donc, si vous êtes témoin d'un mouvement de psychose autour de vous, ne craignez pas de devoir affronter d'être dans une certaine provocation. Ne craignez pas, c'est très difficile. Au pire, vous perdrez toutes vos chroniques radio et tous vos articles sur le Huffington Post, mais on n'en meurt pas. Hein. Je suis encore là et la salle est pleine, donc on n'en meurt pas. Je pense qu'aujourd'hui, en éducation, il appartient aux hommes de trouver ce que veulent et ce qu'ils attendent de leurs enfants. Et qu'il appartient au père de bien savoir ce qu'est un père et que ça n'est pas seulement de répondre aux attentes que la mère a. Le père n'est pas une deuxième mère. Alors, ça demande un peu d'intuition. Vous décaler un tout petit peu pour le cadrage de la caméra vers la gauche. Voilà, c'est parfait. Vous voulez terminer la phrase? C'est bon. Eh bien, c'est bon. Alors, je peux conclure. Alors, je redis. Alors, d'abord, on va entendre les applaudissements.
rappel. C'est pas la peine. Il n'y a pas de rappel. Pas de rappel. Alors, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Si ce contenu vous a plu ou si vous avez des questions qui surviennent et qu'on ne peut pas poser parce que sinon on y passerait toute la nuit, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse qu'on répète. Votre adresse mail, c'est psy@coop.ch. Voilà. On peut également, si tout ce que Alain Valteriot vous a expliqué vous intéresse grandement, acheter son livre qui s'appelle Névrose Psy via les petits papiers qui sont ici, qui sont en grand nombre. Donc je vous invite à venir. On a pas dit le nombre de pages. J'ai pas dit le nombre de pages. Le prix, je me souviens plus. Combien c'était? 23 €. Oui, 23 €. Ou vous pouvez aussi payer en francs suisses. Mais ça concerne peut-être peu de monde ici. Et les pages 296. Voilà, aux éditions Favre. On a les petits papiers pour faire la commande. On m'a fait 2 critiques sur mon livre, je ne veux pas faire de la pub, mais on m'a dit que c'est pas chiant à lire. Pour un livre de psychologie, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal, c'est pas mal. Hein, c'est aussi, c'est pas seulement un livre de psychologie, c'est aussi un livre de société dans laquelle la psychologie a pris de place. Et puis, alors systématiquement, c'est à contre-courant. Bon. Voilà. Eh bien, on attendra vos critiques et vos retours. Vous pouvez aussi peut-être acquérir le livre de Stéphane pour ceux et celles qui ne l'auraient pas encore. En liste d'attente. En liste d'attente. Comment on fait pour être sur la liste d'attente? On va sur le site, on clique sur le livre. Voilà, on va sur le site et on clique sur livre et vous serez sur la liste d'attente pour acheter le livre de 2011 aux éditions Flammarion. Je vous remercie à toutes et à tous d'être venus. Je rappelle que vous pouvez liker, partager et whatever pour indiquer à vos amis que cela a été intéressant. Et bon dimanche. Tous vos applaudissements. Thank you.